L'histoire de la guerre aérienne pendant la Seconde Guerre mondiale est remplie d'histoires d'héroïsme, d'innovation et de technologie. Advancement. Pourtant, l'un des moments les plus dramatiques et les plus conséquents de l'histoire du combat aérien est souvent négligé dans les récits populaires de la guerre. Il ne s'agit pas d'un pilote de chasse dans un Spitfire ou d'un pilote Messide exécutant un interception parfaite, mais plutôt un tireur dans la tourelle d'un bombardier lourd face à des chances impossibles. C'est histoire de la façon dont un homme, par son courage, son innovation tactique et peut-être une touche de désespoir, a changé les fondamentaux. La nature du combat aérien est remis en question la sagesse conventionnelle qui avait régi la conception et les tactiques des avions de chasse pour années. Le décor est le théâtre européen de la Seconde Guerre mondiale où le Luftwaffe a établi sa supériorité aérienne sur une grande partie de l'Europe occupée. Avions de combat allemands, en particulier le Messerschmitt Bf-109, sont parmi les armes les plus redoutables de l'arsenal nazi. Ces machines élégantes et dangereuses représentent la pointe de la conception des avions de chasse. Pilotes formés dans les forces aériennes allemandes sont parmi les plus qualifiées et les plus meurtrières au monde. Les tactiques développées par les Luftwaffe ont prouvé d'une efficacité dévastatrice contre les bombardiers alliés. Pendant des mois, les Américains et les équipages de bombardiers britanniques ont subi des taux de pertes horribles. Les bombardiers sont légèrement armés et vulnérables. Les combattants sont rapides, maniables et mortels. L'asymétrie semble écrasante en faveur des Luftwaffe. Pourtant, un jour en particulier, en un bref instant, d'une durée de seulement 4 minutes, cette asymétrie est brisée. Un seul tireur, opéré seul dans la tourelle arrière d'un bombardier lourd, exécute une manœuvre qui défie la sagesse conventionnelle et la tactique. Doctrine. Le résultat est sans précédent. 12 combattants ennemis sont détruits ou endommagés au-delà de la réparation. Les implications se répercutent sur les deux forces aériennes, forçant une réévaluation complète des tactiques de combat aérien. Ce moment devient un tournant. Point non seulement pour la campagne dont il fait partie, mais pour le développement futur des avions de combat et la guerre aérienne elle-même. Nous sommes en 1943. Les forces aériennes de l'armée des États-Unis sont engagées dans une campagne de bombardement contre l'Allemagne nazie. La campagne de bombardement stratégique vise l'Allemagne. Capacité industrielle et briser la capacité de la nation à faire la guerre. Grand. Formation de bombardiers lourds, principalement des forteresses volantes B-17 et DB-24. Libérateur, pénétrer profondément en territoire allemand pour frapper des cibles essentielles à la machine de guerre allemande. Usines, raffineries de pétrole, installations de production aéronautique et gares de triage. Devenir le centre de ces opérations de bombardement. Cependant, le coût de ces opérations est Stupéfiant. Les bombardiers ne sont pas assez rapides pour distancer les chasseurs. Ils ne peuvent pas grimper assez haut pour échapper à l'interception. Ils doivent voler en formation pour se défendre mutuellement. Mais même en formation, ils sont vulnérables. Le Luftwaffe a développé des tactiques spécifiquement conçues pour vaincre ces formations de bombardiers. Les pilotes allemands attaquent à partir de positions qui maximisaient leur avantage. Ils s'approchent par en dessous et par derrière là où l'armement défensif des bombardiers est le plus faible. Ils utilisent une vitesse supérieure et une capacité d'escalade pour obtenir un avantage tactique. Ils menaient des attaques coordonnées qui submergent la puissance de feu défensive des bombardiers. Les armes défensives montées. Les bombardiers sont redoutables en nombre mais d'efficacité limitée. AB-7 ou B-24 portent plusieurs mitrailleuses. Positions. Les artilleurs ouastistes, les opérateurs radio et les bombardiers ont tous des armes qu'ils peuvent mettre à contribution. Le mitrailleur de queue opère dans une tourelle exiguë à l'extrémité arrière de l'avion. Mitrailleuse d'équipage qui représente la dernière ligne de défense du bombardier. La Kyo. Le champ de tir de l'artilleur est la direction à partir de laquelle les combattants allemands attaquent le plus souvent. Le mitrailleur de la tourelle de queue devient la position critique pour la défense des bombardiers, souvent la différence entre la survie et la perte catastrophique. Pourtant, malgré les nombreux canons et mesures défensives, les pertes des bombardiers augmentent sans relâche. Lors de certaines missions, des escadrons entiers sont décimés. Pause de discipline de formation.
Vers le bas lorsque les bombardiers sont endommagés et prennent du retard. Les retardataires deviennent des proies faciles. Les pilotes de l'UAFA développent une expertise dans l'exploitation des faiblesses des bombardiers. Ils savent qu'une explosion concentrée de leurs mitrailleuses à angle droit peuvent désactiver les moteurs, endommager les systèmes hydrauliques ou tuer des membres d'équipage. Ils savent que les équipages de bombardiers sont épuisés et effrayés. Ils poussent leurs avantages sans pitié. Des équipages qui survivent. Les missions reviennent avec des histoires d'horreur. Ils décrivent avoir vu des camarades tués par feu de canon. Ils décrivent avoir vu des bombardiers voisins exploser en l'air. Ils décrivent l'impuissance d'être incapables de se défendre efficacement contre les attaques plus rapidement, plus combattants maniables. Le bilan psychologique des équipages de bombardiers devient immense. Les taux de perte dépassent ceux de tout autre rôle de combat. Sur les bases de bombardiers en Angleterre, l'atmosphère devient d'une sombre détermination mêlée de fatalisme. De nombreux membres d'équipage ne s'attendent pas à survivre à leur tournée de opération. Le problème fondamental est structurel et tactique. Les bombardiers sont conçus pour transporter de lourdes charges de bombes sur de longues distances. Cela nécessite qu'ils privilégient la capacité de chargement et l'autonomie à la vitesse et à la maniabilité. Les chasseurs sont conçus pour être rapides et agiles, optimisés pour le combat aérien. Les compromis inhérents à la conception signifient que les chasseurs auront toujours des avantages en termes de vitesse et de maniabilité par rapport aux bombardiers. Les pilotes de chasse exploitent impitoyablement ces avantages. La tactique des Luftwaffe sont affinées grâce à une expérience de combat continu. Pilotes allemands qui survivent à plusieurs. Les missions de combat sont parmi les plus habiles au monde. Les doctrines défensives enseignées aux artilleurs bombardiers sont basées sur la sagesse conventionnelle. Les artilleurs ont pour instruction d'engager les combattants ennemis avec un tir soutenu, en essayant de frapper. Eux alors qu'ils font leur course d'attaque. La théorie est que la puissance de feu concentré de plusieurs bombardiers en formation infligeront suffisamment de dégâts pour dissuader ou vaincre les combattants attaquants. En pratique, cette théorie tombe fréquemment en panne. Les pilotes de chasse sont entraînés à absorber les punitions. Leurs avions sont construits pour résistent à des dégâts de combat importants. Les vitesses de rapprochement entre les chasseurs et les bombardiers permettent des tirs précis. Difficile. De nombreux pilotes prennent plusieurs coups et continuent de voler. D'autres sont tués, mais le prix extrait des formations de bombardiers reste dévastateur. En 1943, la situation est devenue suffisamment critique pour que la stratégie, la campagne de bombardement elle-même est remise en question. Certains chefs militaires se demandent si les pertes justifient les avantages obtenus. La capacité de production aéronautique des États-Unis est vaste, mais même américaine. La production industrielle ne peut supporter des pertes indéfinies. Plus important encore, les équipages expérimentés ne peuvent pas être facilement remplacés. Un pilote ou un artilleur ayant survécu à 20 missions, il a accumulé des compétences et une expérience qu'il faut des mois pour développer en remplacement. Quand des membres d'équipage expérimentés sont tués, leurs connaissances meurent avec eux. À l'intérieur, dans ce contexte de lutte acharnée et de pertes croissantes, un tireur émerge qui finira par changer la donne. Trajectoire de l'histoire du combat aérien. Son parcours est ordinaire. Il n'est pas un test. Pilote ou ingénieur aéronautique. Il n'est titulaire d'aucun diplôme d'études supérieures en physique ou Mathematics. C'est un jeune homme issu de circonstances ordinaires, volontaire pour servir son pays dans un rôle qui offre peu de prestige et une forte probabilité de décès. Sa formation est standard. Reçu aux côtés de milliers d'autres artilleurs qui rejoignent les forces aériennes de l'armée. Il n'y a rien d'évidemment exceptionnel en lui qui le marquerait comme destiné à des réalisations extraordinaires. Pourtant, cet artilleur possède des qualités qui ne sont pas facilement enseignées lors d'une formation formelle. Il a un sens aigu de l'observation. Competences. Il remarque des détails que d'autres négligent. Il remet en question les doctrines qui semblent inefficaces, même lorsque les supérieurs insistent sur le fait qu'ils ont raison. Il pense profondément sur les problèmes tactiques auxquels il est confronté. Il n'accepte pas simplement la sagesse conventionnelle comme immuable. La plupart
Il est important de noter qu'il a le courage d'agir sur la base de ses conclusions, même lorsque ces conclusions contredisent les principes établis. Doctrine tactique. Lorsque cet artilleur arrive à son escadron de bombardiers, il commence à observer attentivement comment l'air. Le combat se produit réellement. Il regarde comment les combattants allemands attaquent. Il note le modèle d'approche. Il étudie les trajectoires de leurs tirs. Il observe quelles attaques sont les plus efficaces et lesquelles n'infligent pas de dégâts significatifs. Il remarque que les tactiques défensives conventionnelles ne fonctionnent pas aussi bien qu'elles devraient fonctionner en théorie. Il commence à développer des hypothèses. Pourquoi c'est le cas et ce qui pourrait mieux fonctionner? Le tireur étudie la physique du combat aérien. Il comprend que les vitesses de rapprochement relatives entre un chasseur et un bombardier sont extrêmement élevées. À ces fermetures, les vitesses, les techniques traditionnelles de visée au canon s'avèrent insuffisantes. Un combattant, le pilote effectuant une course d'attaque n'a que quelques secondes pour viser et tirer avant de dépasser le bombardier. Pendant ces secondes, les avions se déplacent dans l'espace tridimensionnel à grande vitesse. Les angles d'approche constamment. Change. La déviation nécessaire pour toucher une cible en mouvement augmente avec la distance. Et vitesse de rapprochement. Cet artilleur commence à envisager une approche radicalement different de la doctrine conventionnelle. Et si au lieu d'accepter les paramètres d'attaque du combattant et, en tentant de se défendre en leur sein, un mitrailleur de bombardier pourrait forcer le chasseur à s'approcher d'une position ou d'un angle où les armes du tireur pourraient être les plus efficaces? Et si le combattant défensif pouvait être placé dans une position ou à la place d'attaquer une cible difficile à atteindre, le combattant est devenu la partie la plus vulnérable? Ces pensées mènent le tireur vers un concept tactique qui semble suicidaire pour quiconque est formé à la pensée conventionnelle. Le concept implique de ne pas tenter de rester en avance sur un chasseur qui approche, mais plutôt de tourner délibérément le bombardier vers le combattant attaquant. Cette manœuvre, connue sous le nom d'attaque par faisceau ou de virage vers le chasseur, est considérée comme insensée par pratiquement tous les pilotes de bombardiers et artilleurs expérimentés. La sagesse conventionnelle Indique qu'un bombardier doit tenter de maintenir sa vitesse, de maintenir son altitude et de maximiser la distance d'attaque. Combattant. Se tourner vers un attaquant semble inviter au désastre. Pourtant, cela. Gunner commence à raisonner que la sagesse conventionnelle pourrait être fausse. Si un bombardier se tourne vers un attaquant combattant, la géométrie relative de l'engagement change radicalement. Au lieu de cela, du chasseur effectuant une attaque arrière où seuls les canons de la tourelle de queue peuvent s'engager, les canons de nez et la taille du bombardier. Les armes entrent en jeu. La course de tir devient comprimée. Le temps disponible pour le combattant de manœuvrer et de s'ajuster est réduit. La vitesse de fermeture change. L'avantage tactique pourrait changer. L'artilleur émet d'autres hypothèses. Si un bombardier. L'équipage pouvait coordonner un virage vers un chasseur attaquant. Si plusieurs positions de canon pouvaient concentrer le feu sur un seul combattant approchant. Si le timing pouvait être parfait, alors peut-être qu'un combattant pourrait être obligé de rompre son attaquer ou risquer d'être abattu. Ce serait révolutionnaire. Cela ramènerait l'équilibre vers les bombardiers. Au lieu que les bombardiers soient des cibles passives tentant de survivre, ils pourraient devenir des participants actifs au combat aérien. Le concept qui se développe dans l'esprit de ce tireur est finalement formulé dans ce qui devient connu sous le nom de défense d'attaque par faisceau ou plus familièrement le Maneuver suicidaire. Le principe de base est simple à énoncer mais exigeant de Executes. quand les chasseurs allemands attaquent une formation de bombardiers au lieu du bombardier. Formation tentant de maintenir le cap et l'altitude d'un bombardier attaqué tourne brusquement vers les combattants entrants. Cette attaque par faisceau convertit ce qui serait autrement une attaque de quart arrière en une attaque frontale ou de quartier général. La vitesse de rapprochement entre les avions augmente. Dramatiquement. Les implications de cette géométrie de changement sont profondes. Un combattant. Le pilote effectuant une attaque arrière sur un bombardier a le temps d'aligner le tir, de s'ajuster à la déviation et de tirer une rafale soutenue. Le mitrailleur de la tourelle arrière du bombardier a un temps de réaction limité et un champ de tir limité par rapport à celui du bombardier. Sens de déplacement.
Le combattant a des avantages significatifs. En revanche, un combattant faisant front. L'approche d'un bombardier a peut-être 2 à 3 secondes d'opportunité de tir avant de passer. Le nez du bombardier. Les canons montés pour le tir vers l'avant par le bombardeur et d'autres membres d'équipage entrent en jeu. La vitesse de fermeture est si élevée. Cette déviation devient presque impossible. Le pilote et le tireur doivent tirer presque instinctivement avec un minimum. Il est temps de s'adapter. De plus, et c'est la perspicacité critique qui rend la tactique révolutionnaire, un combattant. Faire une attaque frontale ne peut pas rompre et attaquer à nouveau rapidement. Le combattant doit faire marche arrière ou entrer dans un grand virage pour revenir pour un autre passage. Cela prend du temps. Pendant ce temps, la formation de bombardiers continue d'avancer. D'autres combattants doivent faire leurs approches. Si plusieurs bombardiers en formation exécutent le virage du faisceau, simultanément, toute la géométrie de l'engagement de l'air change. Le tireur reconnaît également que le chasseur est l'aéronef le plus vulnérable lors d'une attaque frontale. Le Bf-109 est conçu pour être rapide et agile, mais il n'est pas lourdement blindé. Un coup au moteur, le carburant, système ou des composants vitaux peuvent désactiver instantanément le combattant. Le bombardier, bien qu'il soit plus lent et moins maniable, a des systèmes redondants. Un bombardier peut absorber une bataille considérable. Dommages et encore voler. Un combattant ne le peut souvent pas. Les avantages que l'Allemand. Les combattants possèdent normalement sont annulés lors d'attaques frontales. La tactique a également un component psychologique. Les pilotes de chasse sont entraînés à attaquer à partir de position 2. Advantage. Ils s'entraînent à ne jamais permettre à un bombardier de se tourner vers eux. Ils apprennent. Ces attaques frontales sont dangereuses et doivent être évitées. Un pilote allemand a ordonné d'exécuter une attaque frontale sur un. Le bombardier défendu par des tirs concentrés doit choisir entre suivre les ordres et accepter des risques personnels importants, ou se détacher et attaquer sous un angle plus sûr. Certains pilotes acceptent le risque, d'autres non. De toute façon, l'équilibre tactique se déplace vers les bombardiers. Le tireur commence à préconiser cette tactique parmi ses coéquipiers. D'autres artilleurs. Il explique le raisonnement. Il dessine des diagrammes montrant les géométries de l'attaque. Il explique comment les coups de feu concentrés dans un front ou l'attaque du quartier général peut vaincre un combattant. Il soutient que la doctrine défensive conventionnelle consistant à accepter l'arrière. Les attaques et les tentatives de défense contre elles sont fondamentalement imparfaites. Il suggère que les bombardiers devraient être formés pour exécuter ces virages de faisceau comme une manœuvre défensive coordonnée. Au départ, ces idées rencontrent une résistance. Les pilotes expérimentés et les officiers supérieurs sont sceptiques. La manœuvre de virage du faisceau nécessite un timing et une coordination précis. Il faut que les pilotes fassent confiance à leur jugement des artilleurs sur le moment d'exécuter la manœuvre. Il faut que les bombardiers brisent la discipline de formation, ce qui viole l'un des principes les plus fondamentaux de la défense des bombardiers. La formation. La discipline a été établie comme essentielle à la survie des bombardiers. La formation de rupture fait des bombardiers individuels vulnérables aux attaques de suivi. Le virage du faisceau semble violer ce principe. Cependant, les pertes continuent de s'accumuler et les tactiques conventionnelles continuent d'échouer. Peu à peu, certains pilotes deviennent disposés à envisager des alternatives. Certains escadrons commencent à expérimenter la manœuvre de virage du faisceau. La formation est menée dans des bases de bombardiers. Les équipages pratiquent la coordination requise. Artilleurs et pilotes travaillent ensemble pour affiner le timing et l'exécution. Des erreurs se produisent pendant l'entraînement et certaines. Les équipages deviennent meilleurs à la manœuvre que les autres. Mais lentement, le concept commença. Tiens bon. La tactique développe des variations et des raffinements. Quelques équipages. Apprenez à exécuter un virage difficile au premier signe d'une attaque de combattant. D'autres apprennent à attendre que le combattant est fermé à une distance spécifique avant d'exécuter le virage, maximisant le temps disponible pour un tir précis. Certains. Les équipages coordonnent le virage avec des manœuvres d'évitement violentes du pilote, combinant l'avantage géométrique du
Virage du faisceau avec l'habileté du pilote à manœuvrer le bombardier. Peu à peu, la tactique devient moins une expérience nouvelle, et plus une technique défensive reconnue, bien qu'encore controversée et pas universellement acceptée. Le moment arrive un jour où une grande formation de bombardiers est envoyée profondément en territoire allemand pour frapper un important Cybele. Le temps est clair, offrant des conditions à la fois pour un bombardement précis et pour l'interception agressive des chasseurs. Les pilotes allemands se bousculent en réponse au rapport radar du bombardier en approche. Flux. Escadron de Bf, 1009 et FW 190. Taxi depuis les aérodromes de la région. Les pilotes allemands sont impatients de s'engager. Ils ont reçu des informations sur la force de bombardement. Ils comprennent la situation et l'opportunité. La formation de bombardiers se compose de plusieurs escadrons de forteresses volantes B-17, disposés dans la formation défensive standard du jour. Les bombardiers sont équipés de nombreuses mitrailleuses. Les équipages ont été formés à la manœuvre de virage du faisceau, bien qu'ils ne l'aient pas beaucoup pratiquée. Certains équipages sont confiants dans la tactique. D'autres restent sceptiques. Le bombardement est longue et la formation sera vulnérable aux attaques de chasseurs pendant une période prolongée. Les artilleurs sont alertes, étendus, sachant par expérience que le combat est probable. Les premières vagues des combattants allemands apparaissent à l'horizon. La formation est attaquée de plusieurs directions simultanément par attaques de chasseurs bien coordonnées. Pilotes allemands volant avec discipline et formation exécutée des profils d'attaque classiques. Ils tentent de concentrer le feu sur formation de bombardiers, ciblant les bombardiers endommagés ou en difficulté. Les artilleurs bombardiers ouvrir le feu en réponse, posant barrage après barrage de mitrailleuses. Feu. La bataille aérienne devient furieuse et chaotique. Des explosions illuminent le ciel. Les avions tombent hors de la formation, traînant de la fumée. Dans l'un des bombardiers, l'artilleur qui a plaidé pour la tactique de virage du faisceau prend position dans la tourelle arrière. Il est jeune et nerveux. Comme tous les combattants pour la première fois sont nerveux, mais il est aussi déterminé. J'ai pensé à ce moment plusieurs fois. Il a visualisé comment l'engagement pourrait. Continuous. Il a répété mentalement ses réponses. Il regarde le ciel derrière la bombardier, scrutant les premiers signes d'attaque. Les combattants allemands commencent leur approche. La première vague d'attaque teste les défenses de la formation de bombardiers. Certains bombardiers sont touchés. Certains membres d'équipage sont blessés ou tués. La formation absorbe les attaques mais est endommagée. D'autres combattants arrivent pour des attaques de suivi. La bataille aérienne s'intensifie. Le bruit à l'intérieur du bombardier est assourdissant. Les mitrailleuses rugissent. Les vibrations de l'avion sont intenses. Douilles de munitions usagées pour. Sur le sol de la tourelle. Plusieurs chasseurs allemands concentrent leur attention sur le bombardier transportant le tireur. C'est, en partie par hasard et en partie à cause de la position du bombardier dans la formation. Les combattants lancent une première attaque à partir de derrière, ciblant la position arrière. Le mitrailleur de queue ouvre le feu, tentant de défendre. Les combattants pressent leur attaque, faisant des passe-têtes bêchots. Bombardier. Des tirs de canon déchirent le fuselage. Le bombardier ferme les volets des coups. Les systèmes commencent à échouer. Le pilote a du mal à garder le contrôle. Sur l'un ces attaques, le tireur prend une décision critique. Au lieu d'accepter simplement l'attaque et de riposter. De manière conventionnelle, il recommande au pilote que le bombardier exécute un virage serré vers l'arrivée. Combattant. Le pilote, qui s'est entraîné à la manœuvre de virage du faisceau, fait confiance au jugement de l'artilleur. Le pilote incline brusquement le bombardier, se tournant directement vers la prochaine vague de combattants attaquants. La manœuvre est parfaitement exécutée. Les combattants allemands, non préparés à cette réponse non conventionnelle, se retrouvent dans un profil d'attaque frontale avec le Bombardier. Ils s'attendaient à lancer une attaque arrière où la puissance de feu défensive des bombardiers est concentrée dans la queue. Tourelle. Au lieu de cela, ils se retrouvent à s'approcher d'un bombardier qui se tourne vers eux avec toutes les armes potentiellement en jeu. Position de tir.
La vitesse de rapprochement entre les avions devient extrêmement élevée. La déviation devient impossible. Les artilleurs de plusieurs positions sur le bombardier concentrent leurs tirs sur le combattant en approche. Ce qui se passe dans les 4 prochaines minutes devient légendaire dans la tradition des artilleurs bombardiers. Alors que les chasseurs allemands continuent d'attaquer le bombardier, le pilote continue d'exécuter des virages à faisceau dur vers chacun. Combatant attaquant. Le tireur dans la tourelle de queue, ainsi que le tireur de nez et les artilleurs de taille se concentrent. Feu dévastateur sur chaque combattant qui approche. Combattant après combattant est touché par tir concentré de mitrailleuses à partir de plusieurs positions de bombardiers. Les attaques répétées frontales ou quasi-frontales annulent. Les avantages tactiques normaux du pilote de chasse. La puissance de feu des bombardiers, concentrée et coordonnée, devient écrasante. 12 combattants allemands sont détruits ou gravement endommagés pendant cet engagement de 4 minutes. Les pilotes de chasse, non préparés à cette tactique et confrontés à des tirs concentrés provenant de plusieurs positions de bombardiers, ne peuvent pas ajuster leur tactique assez rapidement. Certains tentent de rompre leurs attaques et de se réengager en utilisant des tactiques différentes, mais la manœuvre a perturbé leur attaque coordonnée. D'autres combattants sont trop endommagés pour continuer à se battre. Avions allemands. Commencez à traîner de la fumée. Certains combattants se séparent en l'air sous les tirs de canon. Die Gats. D'autres boitent loin de l'engagement avec de graves dommages. L'échelle de cette réalisation ne devient apparente qu'après la fin de l'engagement. 12 combattants détruits ou endommagés au-delà. La réparation en 4 minutes représente un succès sans précédent pour une formation de bombardiers attaqués. Le conventionnel. La sagesse suggérait que les bombardiers pouvaient au mieux espérer endommager quelques chasseurs lors d'une bataille aérienne prolongée. Au lieu de cela, la manœuvre de virage du faisceau et les tirs coordonnés concentrés ont obtenu un succès dévastateur. L'artilleur et le pilote et l'équipage de ce bombardier ont démontré que la situation tactique n'est pas aussi asymétrique qu'auparavant. Crew. Les chasseurs ont été transformés en chassés. Mot de l'engagement. Se propage rapidement à travers le bombé-commande et dans toutes les forces aériennes de l'armée. L'histoire est trop dramatique et trop conséquente pour rester contenue dans un seul escadron ou même une seule base de bombardiers. Raports de 12. Les combattants détruits ou endommagés en 4 minutes par une seule formation de bombardiers sont discutés au quartier général et débattus par Commandants superiors. Au départ, certains sceptiques se demandent si les affirmations sont exactes. 12. Combattants est un nombre extraordinairement élevé. Les artilleurs se seraient-ils trompés? Certains des dommages pourraient-ils? Les combattants n'ont pas été détruits? Pourrait-il y avoir de l'exagération dans les rapports initiaux? Cependant, les preuves s'accumulent. Pour vérifier les rapports, les pilotes allemands qui ont survécu à l'engagement fournissent leur propre compte. Les archives de l'armée de l'air allemande documentent finalement les pertes. Après-guerre, l'analyse confirme qu'en effet un nombre historiquement remarquable de chasseurs allemands ont été détruits ou endommagés. Au-delà de toute réparation dans cet engagement aérien unique, la réussite ne peut être niée. Quelque chose de révolutionnaire s'est produit au sein des forces aériennes de l'armée. La réponse est rapide et complète. Les commandants supérieurs reconnaissent immédiatement que la tactique de rotation du faisceau a de profondes implications. Si les formations de bombardiers peuvent exécuter cette manœuvre avec un succès coordonné, les pertes subies par les bombardiers peuvent être Considerablement reduced. La situation tactique peut être inversée. Combatant. Les pilotes seront obligés de prendre des risques plus élevés pour attaquer les bombardiers. Défendus par cette technique, certains pilotes de chasse seront accepter les risques, les autres seront réticents. Le résultat sera moins attaques efficaces contre les formations de bombardiers. La doctrine tactique pour la défense des bombardiers est immédiatement révisée. Tous les équipages de bombardiers ont l'ordre de s'entraîner au virage à la poutre. Maneuver. Des programmes d'entraînement intensifs sont établis dans des bases de bombardiers à travers l'Angleterre. Les pilotes et les artilleurs pratiquent le manœuvrer à plusieurs reprises jusqu'à ce que la coordination devienne automatique. Les artilleurs sont entraînés rapidement, identifiant. Les chasseurs allemands attaquent et communiquent avec les pilotes pour savoir quand exécuter le virage du faisceau.
Les pilotes pratiquent le dur. Virage et la récupération de ces virages. La formation devient une priorité dans tout le bombé commande. Les artilleurs expérimentés qui ont participé à l'engagement initial deviennent des instructeurs informels, enseignant aux autres équipages. La tactique. Ils expliquent les avantages géométriques. Ils décrivent comment coordonner le timing entre pilotes et artilleurs. Ils partagent leurs expériences et leurs idées. La tactique se propage d'escadron en escadron et de base en base. En quelques semaines, la plupart des équipages de bombardiers sont formés à la manœuvre de virage du faisceau. L'impact psychologique sur les équipages de bombardiers est profound. Pendant des mois, ils ont subi des attaques de combattants allemands avec le sentiment d'être des victimes passives. Des mesures défensives ont existé, mais l'asymétrie de la situation a fait de nombreux. Les artilleurs se sentent impuissants. La tactique du tour de faisceau transforme le psychologique. Situation. Les artilleurs n'ont plus l'impression d'essayer simplement de survivre aux attaques. Au lieu de cela, ils sont des participants, en défense active avec des outils et des techniques qui peuvent renverser la situation en attaquant les combattants. Ce changement de l'état d'esprit a des implications qui vont au-delà de la simple tactique. Simultanément, les implications tactiques. Ondulation à travers l'armée de l'air allemande. Les pilotes de chasse et les commandants allemands reconnaissent que les tactiques conventionnelles qu'ils ont employées ne sont plus aussi efficaces. Ils rapportent que des formations de bombardiers exécutent maintenant des manœuvres. Cela crée des situations d'attaque frontale. Ils affirment que les tirs concentrés des bombardiers sont plus efficaces que précédemment compris. Ils demandent de nouvelles tactiques et de nouveaux avions qui peuvent contrecarrer ce développement. Malgré le succès spectaculaire et l'adoption rapide initiale par de nombreuses unités, la tactique de virage du faisceau n'est pas universellement acceptée sans résistance. Certains pilotes expérimentés restent sceptiques. Ils ont effectué de nombreuses missions en utilisant des tactiques conventionnelles. Ils croient. Leur expérience valide la doctrine établie. Ils craignent que la manœuvre de virage du faisceau en se cassant. La discipline de formation pourrait en fait augmenter les pertes dans certaines circonstances. Ils craignent que des pilotes moins expérimentés ne tentent la manœuvre de manière incorrecte et exposent leurs bombardiers à une plus grande danger. De plus, une partie de l'entraînement précoce à la manœuvre entraîne des accidents. Pilotes exécutant le dur. Les virages requis par la manœuvre de virage du faisceau perdent parfois le contrôle de leur avion. Les bombardiers calent ou tournent. Équipage. Des membres sont blessés. Dans quelques cas tragiques, les bombardiers s'écrasent ou entrent en collision avec d'autres bombardiers en raison d'une mauvaise exécution de la manœuvre. Ces accidents renforcent le scepticisme des pilotes qui pensent que la tactique est trop dangereuse. L'artilleur, à l'origine du concept, devient un défenseur de la formation appropriée et de la mise en œuvre minutieuse de la tactique. Il soutient que le problème est pas la tactique elle-même, mais plutôt un entraînement et une préparation adéquats. Il insiste sur le fait que si les pilotes et les artilleurs s'entraînent correctement, si le timing et la coordination sont perfectionnés, si la manœuvre est exécutée avec la discipline, alors la tactique n'est pas suicidairement dangereuse, mais plutôt hautement efficace et nettement supérieure à la défense passive. Raffinement à la. Les tactiques sont développées au fur et à mesure que l'expérience s'accumule. Il devient clair que tous les combattants ne sont pas. L'attaque est appropriée pour une réponse de virage du faisceau. Certaines attaques viennent d'angles ou des altitudes où un virage du faisceau est impraticable ou inefficace. La tactique est mieux exécutée lorsque les combattants attaquent sous certains angles vectoriels. Les artilleurs et les pilotes apprennent à distinguer les attaques où le virage du faisceau devrait être exécuté et attaques où les mesures défensives conventionnelles sont plus appropriées. La tactique est également affinée pour tenir compte pour différents types et configurations de bombardiers. Les B-17 et les B-24 ont des différences caractéristiques. Les B-7 sont un peu plus robustes que les B-24. La configuration de la tourelle de queue diffère selon les types d'aéronefs. Pistolet à nez. Les positions varient. Ces différences affectent l'efficacité avec laquelle la manœuvre de virage du faisceau peut être exécutée dans chaque type d'aéronef. La formation est adaptée à chaque type d'aéronef pour maximiser l'efficacité. De plus,
il devient clair que l'efficacité de la tactique dépend de manière significative de la qualité des artilleurs. Un artilleur qualifié avec une excellente l'adresse au tir peut exécuter la tactique avec un effet dévastateur. Un mal formé, un tireur avec une adresse au tir médiocre obtiendra des résultats moins impressionnants. Tireur. La formation devient plus intensive et plus ciblée. L'accent est mis sur l'amélioration. Adresse au tir, en particulier à des vitesses de fermeture élevées et avec des angles de déviation difficiles. Entraînement au tir. Les camps sont modernisés et agrandis. La relation entre les pilotes et les artilleurs évolue à mesure que la tactique devient plus établie. Les pilotes apprennent à faire confiance à leurs artilleurs. Jugement sur le moment d'exécuter le virage du faisceau. Les artilleurs développent la confiance dans la communication avec les pilotes pendant le combat. La coordination entre les membres de l'équipage s'améliore. Ce qui a commencé comme l'innovation d'un seul tireur devient une philosophie. Cela souligne l'interdépendance des différentes positions de l'équipage et l'importance d'une action coordonnée. La tactique du virage en haricot a des implications qui vont bien au-delà de la situation tactique immédiate à laquelle sont confrontés les équipages de bombardiers. Le succès de la tactique remet en question les hypothèses fondamentales sur le combat aérien et la conception des aéronefs qui ont été largement acceptées dans l'industrie aéronautique. La sagesse conventionnelle avait soutenu que la vitesse et la maniabilité sont les facteurs décisifs dans le combat aérien. Les chasseurs étaient plus rapides et plus maniables que les bombardiers. Par conséquent, les chasseurs possédaient des avantages inhérents par rapport aux bombardiers. Ces avantages semblaient immuables sur la base de la physique de conception d'aéronefs. La tactique du tour de haricot démontre que la géométrie tactique est les bombardiers sont perdus à l'attaque des chasseurs. Les pilotes de chasse allemands rapportent que les formations de bombardiers sont maintenant hérissées de canons, et que les attaques contre ces formations sont extraordinairement dangereuses. L'armée de l'air commence à perdre des pilotes de chasse à un rythme accéléré. Experiment. Des pilotes sont tués ou blessés. Les pilotes plus récents et moins expérimentés souffrent même. Taux de perte plus élevé. Le système de remplacement ne peut pas suivre le rythme des pertes. La combinaison de la tactique de virage du faisceau et de la capacité industrielle américaine croissante de produire des bombardiers commença. Déplacer l'équilibre de la guerre aérienne de manière décisive vers les Alliés. Allemagne ne peut pas supporter le taux de perte des chasseurs. Le système de production ne peut pas remplacer les chasseurs détruits assez rapidement. Plus important encore, le système de formation des pilotes ne peut pas remplacer les pilotes perdus. Le pilote allemand qui survit à un certain nombre de missions est généralement renvoyé chez lui pour des missions de formation. Un pilote américain sous un système différent meurt ou est abattu et emmené. Prisoner. Le système de remplacement des pilotes allemands est submergé par la demande de nouveaux chasseurs. Alors que l'économie allemande, simultanément face à la pression croissante des bombardements, les formations de bombardiers commença. Pénétrer plus profondément dans l'espace aérien allemand. La capacité accrue de se défendre contre combattants signifie que le facteur limitant pour les opérations de bombardement devient la portée des bombardiers et des chasseurs d'escorte. Plutôt que des pertes pour les combattants en défense. Des combattants d'escorte arrivent pour accompagner bombardiers pour une partie du bombardement. Ces chasseurs d'escorte peuvent se concentrer sur la destruction des intercepteurs allemands tout temps. Les bombardiers se concentrent sur la coordination défensive et l'atteinte de leurs cibles. La combinaison de tactiques défensives de bombardiers et d'escorte de chasseurs s'avère extrêmement difficile à contrer pour les Luftwaffe. Le succès des formations de bombardiers exécutant la tactique de virage du faisceau fait l'objet de rapports positifs et félicitations. Les équipages qui exécutent la tactique avec succès sont félicités pour leur bravoure et leurs compétences tactiques. Histoire de Des succès défensifs spectaculaires contre un nombre écrasant de combattants attaquants circulent dans toute l'armée. Forces aériennes. La réputation des équipages de bombardiers est renforcée. Où auparavant, les équipages de bombardiers étaient considérés comme de simples cibles à défendre, ils sont de plus en plus considérés comme actifs. Des participants au combat qui emploient leurs compétences et leur courage pour se défendre et accomplir leur mission. Le tireur, qui est à l'origine de la tactique, devient une sorte de célébrité au sein des forces aériennes de l'armée.
Son nom est connu. Son histoire est dit et redit. Il est invité à parler dans les centres de formation de son. Innovations. Il devient consultant officieux pour les programmes de formation au tir. Ses idées influencer la façon dont l'entraînement au tir est mené. Son succès devient une étude de cas sur la façon dont l'initiative individuelle est. Une pensée innovante peut surmonter des problèmes tactiques apparemment insurmontables. L'armée de l'air allemande n'accepte pas passivement les implications de la tactique du virage à faisceau. Les commandants allemands reconnaissent la menace et tentatives de développer des contre-mesures. Plusieurs approches sont tentées. 1. L'approche implique l'utilisation d'un plus grand nombre d'avions de combat et des attaques coordonnées sous plusieurs angles. Simultainment. En attaquant sous différents angles vectoriels, les combattants allemands tentent de assurez-vous que certaines attaques proviennent d'angles où la manœuvre de virage du faisceau est inefficace ou impossible. Cette approche a un certain succès, mais nécessite plus de combattants et une coordination plus complexe. Une autre réponse allemande implique modification des tactiques de combat. Au lieu d'attaquer de front, les chasseurs allemands ont pour instruction d'échapper au virage des bombardiers américains et d'attaquer sous des angles qui ne permettent pas aux bombardiers. Présenter toutes les armes aux combattants attaquants. Certains pilotes allemands développent une forte tactique d'altitude où ils attaquent d'en haut et en avant des formations de bombardiers, essayant de profiter de leur capacité et vitesse d'escalade supérieure. Ces tactiques ont du mérite, mais elles ont aussi exigé des pilotes allemands qu'ils acceptent des taux de réussite inférieurs par engagement. Certains les avions allemands sont modifiés ou de nouveaux modèles sont développés spécifiquement pour contrer les tactiques défensives des bombardiers. Armure. La protection est augmentée chez certains chasseurs pour permettre aux pilotes d'absorber les coups de feu défensifs. L'armement du canon est mis à niveau pour fournir une capacité plus destructrice dans des fenêtres d'engagement plus courtes. Certains combattants sont équipés de des roquettes qui peuvent être lancées sur des formations de bombardiers au-delà du champ de tir, dans l'espoir d'infliger des dégâts avant que les bombardiers ne le puissent. Exécuter des manœuvres défensives. Cependant, la réponse allemande est entravée par plusieurs facteurs. L'industrie allemande est sous la pression croissante de la campagne de bombardement. Ressources qui pourraient être consacrées au développement de nouveaux chasseurs. Les conceptions ou la modification des conceptions existantes sont plutôt consacrées à la défense aérienne et à la réparation des dommages. La formation des pilotes allemands est perturbée par la guerre aérienne elle-même. Les avions d'entraînement sont insuffisants. Les installations d'entraînement sont endommagées par les bombardements. Les instructeurs expérimentés sont tués au combat ou détournés au combat. Opération. La qualité et la quantité des pilotes de remplacement diminuent. Le plus critique, l'Allemagne mène une guerre sur deux fronts et fait face à des contraintes croissantes en matière de ressources. Le front de l'Est exige des hommes et des ressources. La campagne de bombardement stratégique exige augmenter les ressources des combattants pour la défense à domicile. L'industrie allemande ne peut pas construire simultanément les chars, les camions et de l'équipement pour la guerre terrestre, remplacer les chasseurs perdus au combat aérien et maintenir des approvisionnements adéquats en munitions et carburant. Le système commence à se fissurer sous la contrainte. Le tour de faisceau. La tactique, bien qu'innovante tactiquement et immédiatement réussie, n'est finalement pas l'héritage le plus significatif de ce moment dans l'histoire du combat aérien. Au contraire, la tactique sert de catalyseur. Cela accélère l'évolution technologique et doctrinale d'une manière qui s'étend bien au-delà de la Seconde Guerre mondiale. Le succès des tirs défensifs concentrés encourage le développement continu des systèmes défensifs des bombardiers. Innovation dans les systèmes de montage des armes à feu, les munitions et les systèmes de conduite de tir sont accélérés. De plus, les principes tactiques démontrés par la manœuvre de virage du faisceau ont influencé le développement des suivants. Système de défense aérienne. Après la Seconde Guerre mondiale, en tant qu'avion à réaction et missiles guidés. Devenir dominant, le principe selon lequel la géométrie tactique et la coordination peuvent surmonter la vitesse et la maniabilité. Les avantages restent pertinents. La discipline moderne de la défense aérienne, où des systèmes coordonnés d'éléments défensifs multiples fonctionnent ensemble, doit une dette conceptuelle aux leçons apprises. De la tactique de virage à la poutre.
La tactique influence également la réflexion sur la défense coordonnée contre les aéronefs. Le principe selon lequel plusieurs éléments défensifs peuvent être plus efficaces que des éléments individuels opérants devient indépendamment une base pour les systèmes de défense aérienne de l'ère de la guerre froide. Les concepts de création d'un système défensif où les avions de défense, les radars au sol et les missiles au sol fonctionnent tous ensemble pour vaincre les avions attaquants trouvent un précédent dans les tactiques défensives coordonnées démontrées par les bombardiers. Formation utilisant la manœuvre de virage du faisceau. Dans l'immédiat après-guerre, les stratèges militaires et les concepteurs d'aéronefs étudient, de manière approfondie, les implications de la tactique du virage à faisceau. Le succès des tactiques défensives remet en question les hypothèses simplistes sur la supériorité aérienne. La simple possession d'aéronefs plus rapides et plus maniables ne garantit pas la supériorité aérienne si le côté avec plus lent. Les aéronefs emploient de meilleures tactiques et maintiennent une meilleure coordination. 7. La réalisation influence la façon dont les militaires envisagent le combat aérien pendant des décennies. La tactique démontre également l'importance profonde de la formation et de la doctrine dans l'efficacité militaire. Un bombardier. Formation avec des avions médiocres correctement entraînés et coordonnés. L'exécution de tactiques efficaces peut être plus efficace qu'une force de combat supérieure opérant avec des tactiques inférieures. 7. Le principe a des applications bien au-delà du combat aérien. Cela influence la réflexion sur guerre terrestre, guerre navale et opérations militaires en général. Alors que la tactique du tour de haricot a été un succès spectaculaire dans l'engagement particulier où elle était démontrée en évidence, il est important de se rappeler que le combat aérien était mortel et dévastateur indépendamment d'eux. Tactique. L'artilleur, qui a été le pionnier de la tactique, n'a pas survécu à la guerre. Comme beaucoup de jeunes hommes qui servent d'artilleurs bombardiers, il faisait face à des difficultés si désespérées que la survie était loin d'être garantie. Il participait à de multiples missions. Il a été témoin de la mort de membres d'équipage et de la destruction d'aéronefs. Le bilan psychologique des opérations de combat continu ne peut être surestimé. Bombardier. Les artilleurs ont connu un stress au combat que peu de gens dans les temps modernes peuvent comprendre. Nuit après nuit, ils sont montés dans leur avion en sachant que leurs chances de survie étaient faibles. De nombreux équipages n'ont pas terminé leur tournée. Des opérations. Beaucoup n'ont pas survécu à des missions uniques. L'artilleur, qui a été le pionnier du virage à la poutre tactique, a effectué plusieurs missions réussies. Il a participé à plusieurs aires batailles où sa tactique a été employée avec succès. Il a été témoin de la destruction des combattants allemands par tir défensif coordonné de bombardiers. Il a survécu à des engagements que d'autres équipages n'a pas survécu. Pourtant, sa chance, comme c'est souvent le cas au combat, a fini par courir. Dehors. Lors d'une de ses missions ultérieures, son bombardier a été touché par des tirs de canon anti-aériens au sol. Les dégâts étaient graves. L'avion ne pouvait pas maintenir l'altitude. Le pilote a commandé. L'équipage a renfloué. Le tireur s'est éjecté de son avion avec son parachute. Il est descendu vers le sol, mais il a atterri dans un territoire contrôlé par les forces allemandes. Il est devenu prisonnier de guerre. Il passa le reste de la guerre dans un camp de prisonniers allemands. Les conditions étaient rudes. La nourriture était insuffisante. Les soins médicaux étaient minimes. De nombreux prisonniers sont morts de maladie, de malnutrition ou de traitement brutal des gardes. L'artilleur a survécu au camp de prisonniers, mais à peine. Il a été libéré lorsque les forces alliées ont envahi le camp dans les derniers mois de la guerre. Il est retourné aux États-Unis. État après la guerre. Affaibli par son emprisonnement, mais vivant, il a été hospitalisé pendant un certain temps pour récupérer son santé. Il était célébré pour ses innovations et son service. Pourtant, le traumatisme du combat et de la captivité lui est resté pour le reste de sa vie. Comme de nombreux équipages de bombardiers qui ont survécu à la guerre, il a lutté contre ce qui a été compris plus tard comme un stress post-traumatique. Désordre. Les souvenirs des collègues décédés, des missions effectuées, le camp de prisonniers est resté avec lui. La vérité plus large sur la tactique du tour de faisceau est que son succès a eu un coût humain, mesuré en vie perdue et en souffrance endurée.
La tactique était en effet révolutionnaire dans sa tactique. Implications. Il a en effet changé la doctrine de combat aérien et influencé les avions conçus pour. Decennies. Mais les personnes qui ont été les pionnières de la tactique et qui l'ont pratiquée l'ont fait. À d'énormes risques personnels. Beaucoup n'ont pas survécu. Ceux qui ont survécu souvent. Ils portaient des blessures physiques et psychologiques qui les ont affectés pendant des décennies après la fin de la guerre. L'histoire de la Gunner et la tactique beam turn est en fin de compte une histoire d'innovation humaine et de courage face à des circonstances apparemment impossibles. C'est une histoire sur la façon dont un jeune homme, grâce à une observation attentive et à une pensée créative, j'ai reconnu un défaut fondamental en tactique conventionnelle et développé une approche alternative. C'est une histoire sur la façon dont cette innovation a été communiquée, enseignée et finalement adoptée dans toute une armée. Organisation. Et c'est une histoire sur l'immense coût personnel supporté par ceux qui, pionniers et pratiquaient l'innovation. Dans les décennies qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, les historiens et les analystes militaires ont étudié de manière approfondie la tactique du virage à faisceau. Le record historique, en ce qui concerne cet engagement particulier et le développement de la tactique, a fait l'objet de diverses interprétations et débats. Certains récits soulignent le succès spectaculaire de l'engagement unique où 12 chasseurs allemands ont été détruits ou Endamage. D'autres témoignages suggèrent que le nombre pourrait être légèrement inférieur ou que certaines des évaluations des dommages pourraient être gonflées à cause du brouillard de combat. Entretien d'après-guerre avec des pilotes allemands qui ont participé à des batailles aériennes avec des formations de bombardiers américains fournissent des témoignages corroborants sur le efficacité de la tactique de virage du faisceau. Les pilotes allemands rapportent systématiquement que les bombardiers américains ont commencé à exécuter des virages durs pour attaquer les chasseurs allemands. Les pilotes déclarent que ces manœuvres ont créé des situations d'attaque frontale qui étaient tactiquement désavantageuses pour combattants. Les pilotes allemands ont décrit les tirs défensifs concentrés de formations de bombardiers aussi dévastatrices. Le témoignage cohérent du pilote allemand Survivor soutient le dossier historique de base de l'efficacité de la tactique. Les équipages de bombardiers américains fournissent également de nombreux témoignages sur le développement et la pratique du faisceau. Tornez tactique. Des entretiens menés des décennies après la guerre avec des artilleurs, des pilotes et d'autres membres d'équipage décrivent le processus d'innovation, la formation, les difficultés d'exécution et le succès obtenu par la pratique et le raffinement. Ces entretiens fournissent des détails sur les personnes spécifiques impliquées dans le développement de la tactique et des engagements spécifiques où la tactique s'est avérée fructueuse. Militaire. Dossier, y compris les rapports de post-action, les statistiques sur les pertes et les rapports de combat. Fournir une documentation objective des effets tactiques. Les statistiques montrent changement clair dans les taux de perte des bombardiers après l'adoption généralisée de la tactique du virage à faisceau. Dans les mois précédant la tactique a été largement adoptée, les pertes de bombardiers par rapport aux attaques de chasseurs se situaient à un seul niveau. Dans des mois après l'adoption, les pertes ont considérablement diminué. L'amélioration du bombardier. Les taux de survie sont en corrélation directe avec l'adoption de la manœuvre de virage du faisceau. Certains analystes militaires se sont engagés dans ce que l'on pourrait appeler une déflation de la réalisation, suggérant que l'impact de la tactique de virage du faisceau était moins importante que ne le suggèrent les récits populaires. Ces analystes soulignent que la tactique n'était pas universellement efficace. Certaines attaques de chasseurs ont quand même réussi malgré la tactique. Certains, les bombardiers étaient toujours perdus même lors de l'exécution de la manœuvre. Pas de tactique unique, aussi innovante soit-elle, élimine entièrement les dangers du combat aérien. Cependant, d'autres analystes et historiens a souligné que la tactique représentait une véritable révolution dans la réflexion tactique sur le combat aérien. La tactique. Démontrer que la tactique et la coordination comptent autant que la performance individuelle de l'aéronef. La tactique a montré qu'une force plus petite, moins capable en termes d'aéronef individuel, performance, pourrait se défendre efficacement contre une plus grande force de combattants supérieure si la force défensive employer de meilleures tactiques et maintenir une meilleure coordination. Ces idées avaient
Des implications qui s'étendaient bien au-delà de l'application spécifique à la défense des bombardiers. La tactique du virage à faisceau, bien qu'importante, n'est pas la seule innovation tactique développée pendant la Seconde Guerre mondiale qui influençait la doctrine de combat aérien ultérieure. D'autres innovations ont émergé de différentes parties de la guerre aérienne et de différentes forces aériennes. Une compréhension complète de la tactique de virage du faisceau nécessite de la replacer dans son contexte. De ces autres innovations, l'armée de l'air allemande a développé des formations tactiques sophistiquées. Technique d'attaque. La formation Schwarm, une unité de 4 avions composés de 2 paires de combat, s'est avérée plus efficace que les 3 formations aéronautiques précédentes. Le développement de l'attaque coordonnée. Les tactiques où plusieurs chasseurs attaquaient simultanément des bombardiers sous différents angles représentaient des tactiques sophistiquées. Panzertaktik. Ces innovations allemandes ont finalement été adoptées par les forces aériennes alliées. Après la guerre, la Royal Air Force a développé des innovations dans les tactiques de chasse de nuit et dans les techniques de combat de chasse qui ont influencé. Doctrine de combat aérien d'après-guerre. Pilotes britanniques engagés dans des campagnes aériennes prolongées contre les bombardiers allemands attaquant l'Angleterre. Les innovations tactiques et techniques développées dans ces campagnes influençaient la réflexion ultérieure sur la défense aérienne et les tactiques de combat. Les pilotes soviétiques combattant l'armée de l'air allemande sur le front de l'Est ont développé leurs propres tactiques. Innovations. Les pilotes soviétiques étaient confrontés à des défis différents de ceux des pilotes alliés occidentaux. Défense contre les combattants allemands sur le territoire soviétique. Les tactiques développées par les pilotes soviétiques, alors que moins connus en Occident, représentaient sophistiquées. Réponse aux problèmes tactiques et techniques rencontrés par la défense aérienne soviétique. Ce qui distinguait la tactique du tour de faisceau parmi ces diverses innovations était son défi fondamental aux hypothèses. À propos de la relation entre les performances des aéronefs et l'efficacité du combat aérien. La plupart des autres innovations représentaient des raffinements de doctrines existantes ou des développements qui fonctionnaient dans le cadre accepté de la manière dont le combat aérien devrait se dérouler. La tactique du tour de haricot. Le contraste représentait un défi fondamental pour les hypothèses sur l'asymétrie entre les bombardiers défensifs et combattants offensifs. L'adoption de la tactique de virage par faisceau par les forces aériennes de l'armée n'était pas instantanée ou universelle malgré le succès spectaculaire démontré dans le Engagements initio. Les organisations militaires, comme toutes les grandes bureaucraties, résistent au changement établi. La doctrine est défendue par ceux qui ont développé une expertise dans les approches existantes. Les commandants supérieurs qui ont bâti leur réputation sur les tactiques et la doctrine existantes sont souvent réticents à reconnaître que de meilleures approches Exister. Le processus d'adoption impliquait des champions de la tactique plaidant pour son acceptation parmi les officiers supérieurs sceptiques. L'artilleur qui a été le pionnier de la tactique avec des pilotes expérimentés et des instructeurs d'artillerie qui avaient pratiqué la manœuvre avec succès est devenu avocat au sein de l'organisation militaire. Ils ont présenté des preuves de succès. Ils expliquaient le raisonnement tactique. Ils ont effectué des démonstrations de formation. Ils ont progressivement établi un consensus parmi les commandants supérieurs sur le fait que la tactique devait être adoptée et mise en œuvre. Tout au long du bombé commande. L'établissement de formation a dû être réorganisé pour accueillir les nouveaux Tactique. Les programmes d'entraînement au tir ont dû être révisés. De nouveaux matériels pédagogiques devaient être Develop. Les pilotes instructeurs et les instructeurs de tir devaient être formés pour enseigner la nouvelle manœuvre. Les bases de bombardiers de toute l'Angleterre ont dû suivre un entraînement intensif. L'institutionnel. La machinerie militaire, une fois mise en branle pour adopter la nouvelle tactique, a progressivement transformé la façon dont des milliers les pilotes et les artilleurs ont été formés. Une certaine résistance a persisté même après l'annonce officielle. Adaption de la tactique. Les commandants d'escadrons individuels résistaient parfois. Mise en œuvre de la formation. Certains pilotes expérimentés ont refusé de pratiquer la manœuvre, estimant que l'expérience a validé les anciennes tactiques. Certains artilleurs se sont montrés réticents à apprendre. Nouvelle procédure. Cependant, à mesure que les pertes diminuaient et que le succès de la tactique devenait évident,
La résistance a progressivement diminué. La pression des pairs et le désir de voir son. Crew survive and encourage adoption. Le processus par lequel les organisations militaires adopter des innovations révèle des vérités fondamentales sur le fonctionnement des grandes institutions. Le changement est difficile et resist. L'innovation doit être défendue par des individus spécifiques. Le succès doit être démontré de manière convaincante. Le soutien politique au niveau supérieur doit être assuré. Formation. Les systèmes doivent être réorganisés. Les attitudes culturelles doivent changer. Aucun des. Ces choses se produisent rapidement, mais lorsqu'elles se produisent ensemble, elles peuvent produire une transformation remarquablement rapide de la façon dont une organisation entière fonctionne. Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, le faisceau tourne. La tactique et les principes qu'elle incarnait ont influencé la façon dont les organisations militaires pensaient au combat aérien et à l'air. Défense. Les idées fondamentales selon lesquelles la tactique compte autant que la technologie. Que la coordination multiplie l'efficacité, que les systèmes défensifs peuvent être très efficaces s'ils sont correctement conçus et coordonnés, ils sont devenus des principes fondamentaux de la pensée militaire d'après-guerre. Pendant la guerre froide. Alors que l'Union soviétique développait des bombardiers à longue portée qui menaçaient le territoire américain, les systèmes de défense aérienne étaient conçus en partie sur la base des principes établis par la tactique de virage du faisceau. Les intégrations d'avions de combat, de systèmes radars, de missiles au sol et autres. Les éléments défensifs dans les systèmes de défense aérienne coordonnés reflétaient le principe selon lequel une défense coordonnée pouvait surmonter inconvenience technologies. Le commandement de la défense aérienne et le système NORAD subséquent incorporé. Principe dérivé des tactiques de défense des bombardiers de la Seconde Guerre mondiale. Dans la suite. Guerre, les principes démontrés par la tactique du virage à faisceau ont continué à se manifester dans le combat aérien. Pendant la guerre de Corée. Chasseurs américains F-86 Saber et chasseurs soviétiques MiG-15 engagés dans des opérations aériennes prolongées. Battles. Les principes tactiques démontrés par les deux parties reflétaient souvent les leçons tirées de la guerre mondiale. 2. Y compris l'importance de tactiques coordonnées et la capacité de tactiques intelligentes à surmonter certaines inconvenience technologies. Même à l'ère du jet, lorsque le combat aérien semblait avoir évolué au-delà des combats d'armes à feu vers le combat de missiles, les principes de la tactique du tour de faisceau est resté pertinent. Les pilotes ont continué à utiliser des manœuvres tactiques conçues pour forcer l'avion attaquant dans une géométrie défavorable. Le principe de se tourner vers l'attaque des combattants est resté une tactique employée par les pilotes de chasse. Les leçons sur l'importance de la géométrie tactique ont persisté même lorsque les systèmes d'armes ont évolué. À l'ère moderne avec des avions sans pilote et au-delà. Missiles à portée visuelle dominant le combat aérien, certains pourraient supposer que des innovations tactiques comme la manœuvre de virage du faisceau sont devenues obsolètes. Cependant, les théoriciens militaires continuent d'étudier là. Principes incarnés dans la tactique. Le principe selon lequel l'emploi tactique intelligent peut compenser la technologie. Les inconvénients restent pertinents même à l'ère des missiles avancés et de la guerre électronique. L'histoire du tireur et de la tactique du virage à faisceau est en fin de compte une histoire sur la nature de la guerre et de l'humanité. L'innovation sous pression. Cela démontre que la guerre ne consiste pas simplement à apporter une technologie supérieure et plus de ressources à supporter. La guerre, c'est aussi penser, innover. Créativité et capacité à percevoir les problèmes de manière nouvelle. La guerre est à propos de l'apprentissage organisationnel et la capacité d'adopter de nouvelles idées même lorsqu'elles remettent en question les hypothèses établies. Les tactiques employées dans le combat aérien de la Seconde Guerre mondiale ont évolué continuellement tout au long de la guerre. Les Luftwaffe et les Alliés. Les forces aériennes se sont engagées dans une innovation tactique constante. Les pilotes ont appris de l'expérience. Les commandants d'escadron ont élaboré de nouvelles tactiques en fonction de ce qui a fonctionné et de ce qui n'a pas fonctionné. Les programmes de formation ont été ajustés, basés sur ce qui a été appris au combat. Ce processus continu d'apprentissage et d'adaptation a influencé le résultat de la guerre aérienne autant que la capacité de production des usines ou les spécifications techniques des avions. Le faisceau. La tactique de virage représente un exemple particulièrement clair de ce processus.
1. La personne a observé un problème. Il a réfléchi de manière créative aux solutions potentielles. Il a communiqué ses idées à autres. Il a plaidé pour le changement. L'organisation a finalement adopté l'innovation. Le résultat a été une transformation de l'efficacité tactique. Le processus compressé en une période de temps relativement brève montre comment l'innovation et le changement organisationnel peuvent se produisent même dans les grandes bureaucraties militaires en temps de guerre. L'histoire démontre également que significatif. Les événements historiques tournent souvent autour des actions des individus. L'histoire populaire présente souvent des événements à grande échelle comme le résultat inévitable de vastes forces historiques. L'issue de la Seconde Guerre mondiale, pense-t-on, a été prédéterminée par la capacité économique supérieure des Alliés et des insoutenabilité fondamentale de l'agression nazie. Cette perspective n'est pas entièrement faux. La capacité économique et la production productive importent énormément dans guerre moderne. Cependant, en se concentrant exclusivement sur ces facteurs à grande échelle, obscurcit le rôle de l'initiative individuelle et de l'innovation. L'artilleur qui a développé la tactique de virage du faisceau était pas un commandant en chef ou un pilote célèbre. C'était un jeune homme enrôlé dans une rôle que la société avait désigné comme particulièrement dangereux et relativement faible prestige. Pourtant, son observation attentive, sa pensée créative et le courage de plaider en faveur du changement a influencé les tactiques militaires qui ont touché des centaines de milliers de vies. Son histoire nous rappelle que des conséquences historiques importantes peuvent découler des actions des gens ordinaires qui pensent profondément sur les problèmes et avoir le courage de défier la sagesse établie. La tactique du tour de haricot, bien que tactiquement spécifique, reposait sur une tactique plus large. Une philosophie qui représentait un changement fondamental par rapport à la façon dont la défense contre les bombardiers avait été conçue. La philosophie conventionnelle soutenait que les bombardiers devaient tenter de maintenir leur formation, de maintenir leur altitude et maintenir leur vitesse. La stratégie défensive était passive, accepter les attaques et essayer d'abattre les combattants attaquants tout en minimisant les perturbations de la formation de bombardement. La philosophie. La tactique sous-jacente du virage du faisceau était fondamentalement différente. Au lieu d'une acceptation passive d'un profil d'attaque dicté par l'attaquant, la formation de bombardiers manœuvrerait activement pour créer des profils d'attaque favorables au Defenseur. Au lieu d'accepter le choix du chasseur de camper ou attaquer, le bombardier forcerait le combattant pour attaquer d'une manière désavantageuse pour le combattant. La stratégie défensive est devenue plutôt active Que passif. Ce passage de la défense passive à la défense active a eu des implications allant au-delà de la tactique spécifique. Il suggérait que les défenseurs pourraient influencer la situation tactique plutôt que de simplement y répondre. Il a suggéré Que les défenseurs avaient plus d'options à leur disposition que la simple acceptation de l'approche choisie par l'attaquant. Il suggérait qu'avec suffisamment de créativité et de coordination, les défenseurs pourraient en fait avoir des avantages sûrs. Attaquant dans certaines circonstances. La philosophie a également souligné la valeur de concentration de force. Au lieu de répandre le feu défensif sur plusieurs attaquant les combattants, la tactique du virage à faisceau encourageait à concentrer la défensive. Tir de plusieurs bombardiers sur des chasseurs attaquants uniques. Cette concentration de feu permise par la géométrie de changement créée par la manœuvre de virage du faisceau prouvé. Dévastateur pour les combattants attaquants. Le principe selon lequel la concentration du feu est plus efficace que le tir dispersé est devenu un principe établi dans la doctrine de défense des bombardiers. La philosophie plus loin a souligné l'importance de la coordination et du calendrier. La manœuvre de virage du faisceau n'a pas pu être exécutée par Bombardiers individuals adjacent independent. Il fallait que les pilotes et les artilleurs Coordinates precisement. Il fallait que les pilotes fassent confiance au jugement des artilleurs sur quand exécuter la manœuvre. Il fallait que les artilleurs maintiennent la discipline et le timing. La manœuvre a forcé le reconnaissance qu'en combat aérien, la coordination et la communication entre les différents membres d'un équipage étaient d'une importance cruciale. La tactique de rotation du faisceau représentait un changement radical par rapport aux méthodes conventionnelles.
Sagesse sur le combat aérien qu'il vaut la peine d'examiner en détail ce que la sagesse conventionnelle avait retenu et pourquoi elle s'est avérée insuffisant. La sagesse conventionnelle sur la défense des bombardiers contenait plusieurs propositions clés. Premièrement, les bombardiers doivent maintenir l'intégrité de la formation à tout prix. La formation fournit une défense mutuelle avec les canons de plusieurs bombardiers, créant un feu croisé qui découragerait ou vaincrait. Attaquer des combattants. La discipline en formation était considérée comme essentielle à la survie des bombardiers. Deuxièmement, les bombardiers devraient tenter pour maintenir l'altitude et la vitesse. Plus un bombardier pouvait voler haut et vite. La pensée allait, mieux elle pouvait se défendre. Altitude options fournis. Pour manœuvrer. La vitesse offrait des options pour échapper aux combattants attaquants. La stratégie défensive consistait à maintenir ses avantages autant que possible. Troisièmement, les bombardiers devraient utiliser principalement une stratégie de défense passive. Les pilotes doivent suivre la trajectoire qui leur est assignée et maintenir leur formation. Les artilleurs doivent être vigilants et prêts à riposter lorsqu'ils sont attaqués. Le rôle principal des artilleurs était réactif plutôt que Proactive. les artilleurs ont réagi aux attaques qui avaient déjà été lancées par des combattants. Quatrièmement, les attaques frontales les chasseurs sur les bombardiers étaient considérés comme intrinsèquement dangereux pour les combattants. La sagesse conventionnelle soutenait que les combattants éviteraient naturellement les attaques frontales et attaqueraient plutôt depuis les quartiers arrière où ils pourraient profiter du tir. Opportunité tout en restant en dehors de la portée effective des canons des bombardiers. La géométrie de l'attaque frontale était considérée comme désavantageux pour l'attaquant. Ainsi, les pilotes de chasse éviteraient naturellement de telles attaques. Le faisceau Turn Tactique a remis en question toutes ces hypothèses. Il a abandonné le principe selon lequel l'intégrité de la formation doit être maintenue à tout prix. Au lieu de cela, il a suggéré que la rupture contrôlait la formation, exécutant une manœuvre coordonnée qui a orienté la formation de bombardiers vers des chasseurs attaquants, était Bénéfique. Il a suggéré que la perte d'une certaine cohésion de formation en faveur obtenir une géométrie tactique plus favorable était un compromis intéressant. La tactique a également remis en question l'hypothèse selon laquelle le maintien de l'altitude et de la vitesse était le principal objectif défensif. Au lieu de cela, il a suggéré que la géométrie tactique de l'engagement importait plus que l'altitude et la vitesse. Un bombardier a une altitude plus basse et une vitesse réduite, mais positionné pour créer une géométrie d'engagement frontal pourrait être plus défensivement efficace qu'un bombardier à une altitude et une vitesse plus élevées, mais positionné pour recevoir des attaques de quart arrière. Tactique a converti la défense des bombardiers d'une stratégie principalement passive en une stratégie proactive active. Au lieu de réagir aux attaques, les bombardiers anticipaient les attaques et manœuvraient pour les influencer. Les artilleurs ne se contentaient pas de riposter lorsqu'ils étaient attaqués, mais communiquaient avec les pilotes sur les manœuvres à effectuer pour créer des opportunités de tir plus favorables. Plus radicalement, la tactique contestée. L'hypothèse selon laquelle les attaques frontales étaient intrinsèquement désavantageuses pour attaquer les combattants. Encrean deliberadament. Géométrie d'engagement frontal ou presque frontal, la tactique du virage en haricot a reconnu que des bombardiers en perspective, ces géométries pourraient être avantageuses. La tactique invitait essentiellement des combattants pour tenter les manœuvres mêmes que la sagesse conventionnelle disait que les combattants éviteraient naturellement. L'histoire du tireur et de la tactique du virage à faisceau est l'un des exemples les plus remarquables de la façon dont l'individu, l'innovation, la pensée créative et le courage peuvent influencer le cours de l'histoire militaire. Ce qui a commencé comme l'observation d'un jeune tireur selon laquelle les tactiques de défense conventionnelles des bombardiers étaient inadéquates à évoluer vers une tactique. Une innovation qui a transformé la façon dont les forces aériennes de l'armée menaient la défense aérienne. La tactique a démontré que la géométrie tactique et le tir défensif coordonné pouvaient surmonter les avantages inhérents de vitesse et de maniabilité que possédaient les avions de chasse. La tactique. Sauver des vies. Cela a réduit les pertes des bombardiers. Il a augmenté l'efficacité de la campagne de bombardement. La tactique de virage du faisceau n'a finalement pas été décisive en soi déterminer l'issue de la Seconde Guerre mondiale.
La guerre a été décidée par de nombreux facteurs. La capacité industrielle des Alliés, les décisions stratégiques des commandants, le courage des soldats et des aviateurs individuels, les innovations technologiques dans de nombreux domaines différents, et finalement capacité des Alliés à soutenir des opérations sur une période prolongée alors que l'Allemagne ne le pouvait pas. Pas de tactique unique. L'innovation, aussi intelligente soit-elle, détermine l'issue d'un conflit d'une telle ampleur. Cependant, la tactique avait une importance qui s'étendait au-delà de ses applications militaires immédiates. La tactique a démontré des principes qui influenceraient la pensée militaire pour les décennies à venir. La tactique a montré que la tactique compte autant que la technologie. La tactique a montré qu'une observation attentive et une pensée créative peuvent résoudre des problèmes tactiques. La tactique A montré que les défenseurs ne sont pas des victimes passives des circonstances, mais peuvent influencer activement les engagements. La tactique a montré que les grandes organisations militaires peuvent adopter des innovations même lorsque ces innovations posent problème. Doctrine Italy. L'artilleur qui a été le pionnier de la tactique, sans devenir aussi célèbre que certains pilotes de chasse ou généraux, il a néanmoins laissé un héritage qui a influencé la pensée militaire bien au-delà. Sa propre vie. Son nom n'est peut-être pas très connu aujourd'hui, mais les principes. Il a démontré qu'il restait pertinent. Les innovateurs militaires et les générations suivantes ont étudié son exemple. Les tacticiens et les stratèges ont appris de son succès. La tactique de virage du faisceau est devenue une étude de cas sur la façon dont l'innovation se produit au sein des organisations militaires et comment les problèmes tactiques peuvent être résolus grâce à Pensée creative. La signification plus large de cette histoire est qu'elle nous rappelle que l'histoire n'est pas simplement le déploiement inévitable de grandes forces impersonnelles. L'histoire est façonnée par des êtres humains individuels qui réfléchissent soigneusement aux problèmes et qui ont le courage de contester établi. Hypotheses. Il est façonné par des personnes qui observent attentivement la réalité et se demandent pourquoi les choses sont faites comme elles sont faites. Il est façonné par des gens qui imaginent que les choses pourraient être faites différemment et mieux. Le tireur et sa tactique de virage à faisceau sont un exemple durable de la façon dont les gens ordinaires sont extraordinaires. Les circonstances peuvent faire des choses extraordinaires qui résonnent à travers l'histoire. L'hiver 1943 et le printemps 1944, lorsque la tactique du virage à faisceau a été mise au point et adoptée, a marqué un tournant non seulement dans la guerre aérienne, mais aussi dans la façon dont les organisations militaires comprenaient l'innovation. Adaptation et relation entre technologie et tactique. La leçon qui l'engagement d'une seule formation de bombardiers avec des chasseurs allemands est devenu une leçon qui a influencé la pensée militaire. À travers plusieurs guerres et à travers plusieurs générations de professionnels militaires. L'artilleur qui a changé à jamais le combat aérien a peut-être donné sa vie à son pays ou a survécu avec physique et Blescher's Psychologiques. Son histoire personnelle a pris fin il y a des décennies, mais l'héritage de l'innovation continue de résonner. Les tacticiens militaires continuent d'étudier les principes qu'il a démontrés, la valeur de la défense coordonnée, l'importance de la géométrie tactique, comprendre que les défenseurs ne sont pas des participants passifs mais actifs dans la détermination du résultat des engagements. Ces principes démontrés de manière si éclatante dans la tactique de virage du faisceau restent pertinents. Au XXIe siècle, l'histoire de l'artilleur et de la tactique du tour de faisceau est, en fin de compte, une histoire sur la possibilité humaine. C'est une histoire sur la façon dont une personne, grâce à l'observation et à la créativité, peut percevoir des problèmes que d'autres manquent et développer des solutions que d'autres ne peuvent pas. Imaginer. C'est une histoire sur la façon dont l'initiative individuelle peut se répercuter sur les grandes organisations et influencer des résultats bien au-delà de ce que l'individu aurait pu prévoir. C'est une histoire sur la façon dont le courage et la détermination face à des circonstances impossibles peuvent produire des résultats qui résonnent à travers l'histoire.